Bonjour tout le monde. Merci Wissam pour la présentation. C'est un plaisir en fait d'être cet après-midi avec vous. Je vais essayer en fait de présenter un sujet en fait auquel je tiens beaucoup. Il s'intitule An Outlook on the Volunteer Dilemma, Theory, Applications and Insights. Donc, on va essayer en fait de de présenter un formalisme. Donc, relevant de la théorie du jeu, mais aussi en fait de la psychologie sociale, qui est hyper intéressant, que l'on pourrait appliquer sur pas mal de situations pour essayer de comprendre pourquoi un système agit d'une sorte ou d'autre. Donc, c'est en fait ce qu'on va essayer de faire. Alors, je vais essayer de suivre le plan suivant. Dans un premier temps, je vais donner quelques exemples dans notre quotidien auquel on peut retrouver ce fameux dilemme. D'accord. Après, je passerai à une analyse via théorie du jeu, plus ou moins rapide. Ne vous inquiétez pas, ça va être en fait ultra simple. Je vais essayer en tout cas de faire de mon mieux pour que ça soit le plus facile à appréhender possible. Après, je donnerai deux petites applications en réseau sans fil. Parce que mon domaine, c'est pas vraiment en fait la psychologie ou les sciences sociales, mais plutôt informatique et plus précisément les réseaux sans fil et communication mobile. Et finalement, je conclurai cette présentation. Alors, avant de démarrer, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ou sur Zoom qui qu'on a déjà entendu en fait parler du dilemme du volontaire? L'effet du témoin. Il y a une semaine, Oui. j'ai entendu parler de toi. D'accord. Parfait. Donc, on va s'amuser, on va apprendre ensemble. Très bien. L'objectif, en fait, c'est pas vraiment, ça ne va pas être un cours, bien sûr, c'est un séminaire. Donc, on va essayer de se partager des idées, d'échanger. Donc, sentez-vous à l'aise. Voilà, donc si vous avez des questions, balancez-les. Ce n'est pas vraiment mon domaine de spécialité, la psychologie. Alors, on a, je pense, un message sur Zoom. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon, il n'y a pas de problème de leur côté? Non, c'est juste Amélie qui a demandé de partager l'écran. Ok, c'est déjà fait, parfait, très bien. Super. Alors, si je vous dis Kitty Guimaudes, est-ce que ça vous parle, cette dame? Vous la connaissez? On a déjà entendu parler? Non. En fait, cette jeune demoiselle a subi une agression fatale en 1964 à New York. Donc voilà, et tranquillement, elle revenait en fait chez elle. Et puis donc il y avait un agresseur qui venait en fait par derrière, il l'a poignardé 2 fois. Elle est tombée en fait, dans une baignade, dans un bain de sang, pardon. Et puis l'agresseur a pris la fuite. Pourquoi il a pris la fuite? Parce il y avait donc peut-être, je vais dire au conditionnel, il y aurait un des voisins qui a vu la scène et qui lui a en fait hurlé dessus, laissez cette jeune dame tranquille. Elle est partie et s'est enfuie. 10 minutes plus tard, l'agresseur est revenu. La jeune dame, elle était encore en fait sur place. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué en fait ce qu'il fallait faire. Il a continué à la poignarder énormément de fois. Il l'a violée. Il y avait énormément de personnes qui ont vu la scène. Malheur, personne n'a contacté la police. Alors, une fois il a terminé, son crime, il est rentré chez lui tranquillement. Et c'est à ce moment-là que quelques voisins ont appelé l'ambulance et la police. Donc, on a essayé de l'hospitaliser, mais la jeune est décédée en fait en chemin vers l'hôpital. Après, il y avait une grosse enquête qui était ouverte et donc la police a pu énumérer 38 témoins. 38 témoins, imaginez. On a fait une petite erreur de compte, on a mis 37 sur l'article de New York Times qui était sorti en fait le 27 mars 1964. Donc, imaginez, 38 témoins, aucun n'a porté assistance, aucun n'a essayé d'aider, aucun n'a appelé la police à temps, aucun n'a appelé les secours. C'était vraiment un scandale. On avait du mal à comprendre pourquoi en fait les gens se sont comportés ainsi. C'était vraiment en fait un scandale au vrai sens du terme. Donc, ce qu'il fallait, il fallait bouger, il fallait faire des choses là. On a donc
fait, comment dire, une enquête assez poussée, d'accord, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques imprécisions au niveau du rapport original. Par exemple, le numéro de témoin, le nombre plutôt de témoins, est-ce que c'est 37, 38, peut-être moins, un peu plus? Donc, il y avait en fait des imprécisions sur ce point-là. Le nombre d'attaques, est-ce que c'était une seule attaque ou bien 12 attaques espacées de 10 minutes? On a dit en fait que personne n'avait appelé la police. Or, il s'est avéré, d'accord, que 2 personnes avaient tenté d'appeler la police, mais la police en fait n'avait pas pris leur appel au sérieux. D'accord? En tout cas, c'était vraiment en fait un drame aux États-Unis. Et donc, on a voilà, donc, fait pas mal d'actions. Les psychologues ont essayé de comprendre en fait ce comportement, que ça soit, c'est pas vraiment côté agresseur. Côté agresseur, on pouvait en fait facilement le comprendre, essayer de voilà d'analyser son comportement. Mais c'était vraiment côté des témoins. Pourquoi cette inertie totale? Pourquoi cette apathie? D'accord? Et donc, on a essayé, donc voilà, mais voilà, donc c'était un échec jusqu'en 1968. Ça veut dire 4 ans plus tard. C'est à ce moment-là, en fait, que on a commencé à comprendre, à y voir un peu clair. On a développé une théorie, voilà, donc de la psychologie sociale, donc que je vais, voilà, donc vous présenter tout à l'heure. Et je pense que tout le monde connaît le fameux 911. Et bien, c'est Kitty, en fait, qui en était derrière. C'est après ce drame-là qu'on a créé le fameux, en fait, numéro d'urgence universel en 1968, 4 ans après le drame. Et aux États-Unis aussi, on a en fait instauré une loi qui s'appelle God Samaritan, qui permet en fait, voilà, donc d'implémenter une protection aux témoins, voilà, donc qui actent, qui essayent de, voilà, de porter assistance, de témoigner contre des agresseurs. D'accord? Après, voilà, donc la vague a continué avec plusieurs, voilà, donc instances au niveau culture, voilà, donc américaine. On a vu, en fait, on a fait énormément de films, d'accord, de cinéma ou bien de télévision. Par exemple, le premier film, c'était une année plus tard, The Kiss of the Silent Six, en 65, The Scream, 1975. Après, voilà, donc il y a aussi le fameux One Night, aussi appelé 38 témoins. En fait, ce sujet a pris pas mal d'attention, mais voilà, donc bien évidemment, ça n'a pas pu sauver Kitty, mais ça, en fait, ça va sauver énormément d'autres Kitty qui vont venir un peu plus tard. Au niveau musique, pas mal de morceaux, littérature, pas mal de bouquins, pas mal de pièces théâtrales, ou à la limite, ici, The Screams of Kelly Genovese, c'était voilà, donc une comédie musicale, ce qui fait en fait, ça a eu un étendu assez intéressant. Donc, voilà, on se pose donc la question, est-ce que seule Kitty était en fait la victime de ce genre de phénomène ou bien c'est quelque chose en fait que l'on vit tous les jours? Si l'on regarde en fait autour de nous, on va se rendre compte que c'est le cas. Il y a pas mal en fait d'autres situations auxquelles on peut projeter ce comportement-là. Par exemple, moi, vous, tout le monde, on est habitué en fait à marcher dans la rue et peut-être voir des personnes allongées par terre qui nécessitent en fait de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être j'ai pas le temps, je dois rattraper le métro, j'ai un examen, parfois pour de bonnes causes, parfois pour de mauvaises, des prétextes, d'accord? Mais aussi, et une chose qui est hyper intéressante, c'est qu'on va dire, non, c'est bon, quelqu'un va lui apporter assistance, quelqu'un d'autre va l'aider. Donc, on compte sur l'autre, d'accord? On a ça, d'autres situations, peut-être, voilà, donc on la voit assez quotidiennement, quelqu'un, en fait, voilà, donc en position par exemple, une femme enceinte, une personne âgée, il va falloir en fait leur libérer de la place. Par exemple, là, ce qu'on voit de nos jours, c'est que voilà, la plupart des jeunes que nous sommes peut-être, on est complètement, comment dire, plongé dans notre réalité virtuelle, qu'on ne voit pas en fait ce qui se passe autour de nous. Après, il y a des espèces animales en fait qui agissent de sorte. Par exemple, ici, voilà, donc on a un troupeau de gazelles, don't make eye contact. Mêlez-vous de vos affaires, n'intervenez pas, sinon vous serez mangé. D'accord? Et voilà, donc pas mal d'autres en fait, situations. Le mercat, le fameux, comment dire, suricat, c'est grâce à ça que j'ai appris qu'il s'appelle en français suricat. D'accord? C'est une espèce d'animal assez intéressant. Voilà, donc ce qu'ils font en fait, c'est que pour, comment dire, partir
à la chasse, je veux dire, chercher à manger, et par groupe, et laisse en fait un sur I4 faire la surveillance. Imaginez que celui-là, bah, c'est le volontaire, il va se porter volontaire pour surveiller. À chaque fois, donc, il y a une, comment dire, comment on appelle ça? L'inverse de proie, prédateur. À chaque fois, donc, il y a un prédateur qui s'approche, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il prévient ses amis, comme ça, donc, tout le monde se sauve. Imaginez, en fait, que, voilà, il lui arrive quelque chose, il est attaqué en premier, bah, toute l'équipe, en fait, va partir en fumée. Mais bon, au moins, on a identifié comme étant un volontaire. Et puis, voilà, il y a pas mal d'autres situations. Donc, en 1968, voilà, donc deux chercheurs, deux psychologues, Darley et Latane, en fait, ont sorti un papier qui s'appelle Bystander Intervention in Emergencies. Alors, bystander, ça veut dire témoin, spectateur. C'est eux, en fait, qui ont essayé pour la première fois, c'était un succès, en fait, de comprendre ce qui s'est vraiment passé avec Kitty. Et donc, on a créé un concept qui s'appelle bystander apathy. Donc, c'est, comment dire, effet spectateur, tout simplement. D'accord? Et cet effet, qu'est-ce qu'il stipule? C'est que quand on est, comment dire, quand la taille d'une population est en train d'augmenter, c'est qu'en fait, la probabilité qu'un individu intervienne diminue. Exact. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui vraiment s'est passé. Très bien. Alors, on a ici quelques questions auxquelles on aimerait répondre, et c'est au moins voilà, de débattre autour. Est-ce que l'effet témoin est naturel? Donc là, je pense, d'après le slide précédent, donc, et puis il y a pas mal d'autres situations, la réponse est oui, c'est assez naturel. D'accord? Il faut l'admettre. Comment on peut expliquer ce qui s'est passé à Kitty? Donc là, il y avait pas mal de travaux de recherche en fait qui ont été faits dans ce sens. Voilà, donc que ce soit en psychologie ou bien d'autres disciplines, sciences sociales, mais également en théorie des jeux. Et c'est ça en fait ce qui nous intéresse, parce que grâce à la théorie des jeux, en fait, on va essayer d'expliquer rigoureusement pourquoi ce comportement. D'accord? Alors que en utilisant, voilà, en regardant les perspectives de voilà, des sciences sociales, psychologie ou autres, c'est plus en fait une étude subjective. C'est vrai que voilà, donc c'est hyper intéressant. C'est comment dire, c'est généralement basé sur des expérimentations que l'on fait, d'accord? Voilà, donc ce qui fait les deux, en tout cas, donc vont en fait arriver à donner une idée, voilà, donc plus claire, plus plausible et voilà donc admissible. Et finalement, donc la dernière question qu'on va essayer de répondre, c'est comment on peut éviter ou à la limite limiter en fait cet effet spectateur, d'accord? Parce que voilà, donc il peut faire en fait très mal. Voilà, donc là, en fait, ce sont les deux premiers. Le premier papier, bah, c'était celui-là. Voilà, donc, Social Dilemmas. Donc, c'est un papier, en fait, sur les dilemmes sociaux, d'accord? Donc, sorti en 1980 par Robbie Dawes. Donc, là, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est essayer de modéliser le comportement, voilà, donc social à travers des jeux, d'accord? D'accord, à travers des jeux, voilà, donc essayer de les analyser. La plupart, en fait, ces tentatives, elles étaient pas mal, c'était un bon début, mais elle n'arrivait pas, en fait, à expliquer ce qui s'est passé à Kitty, parce que la plupart des jeux qu'il a proposés, c'est, voilà, ça revient au fameux dilemme du prisonnier. Si on a déjà entendu parler, là où nous avons ce qu'on appelle des stratégies, en fait, strictement dominantes. Et quand on a des stratégies strictement dominantes, bah, la solution devient, en fait, évidente, c'est celle-là, c'est les stratégies strictement dominantes, ce qui revient à dire dans ce cas que voilà, donc personne ne va se porter volontaire. Mais c'est assez extrême quand même. Puis, en 1985, Andreas Diekmann, voilà, donc c'est lui en fait le premier qui a formulé avec succès en fait ce qui s'est passé à travers un papier Volunteers Dilemma. Et c'est là où il a introduit ce concept de se porter volontaire, de porter assistance en cas de danger ou en cas de besoin. Bien. Alors, pour le côté sciences sociales, bah, je ne suis pas spécialiste, même si le sujet en fait m'intéresse énormément. C'est pour cela, voilà, donc j'ai une petite vidéo de 2 minutes que j'aimerais voilà, donc, jouer comme ça. On en discutera si vous avez. Hop, je n'ai pas de son. Peut-être sur Zoom, ils arrivent à entendre? Non, même pas sur Zoom, il n'y a pas de son. Désolé. Alors, sinon, peut-être, bah, je vais faire ça. Je vais essayer de...
Pas utiliser le centre non plus. Oui, c'est ce que je vais faire. Il me donne pas. Bon. Ok, alors ce qu'on va faire, je pense que c'est un problème de connexion aussi. C'est American, Scientific American. Ok, je vais peut-être envoyer ce lien sur Zoom. Alors, je vais l'envoyer sur le chat. Voilà. Alors, on va se donner 2 minutes et après, on reprend sur Zoom. Voilà. Teacher Brent, no problem, Brent. And don't forget about spelling and grammar mistakes. Grammarly offers more advanced. Ever wonder why even in a crowd? Ever wonder why even in a crowd no one seems to step in when someone is Ah là là. Je sais pas ce qui s'est passé là. Le son. Ouais, c'est ce que je vais faire. Exact. C'est ce que j'ai fait. Non, non. De l'ordinateur, ça. Ouais. Et là, sur Zoom, bah, je vais dire ordinateur. Donc, c'est bon. Normalement, ça devrait. bullied or help. Even in a crowd, no one seems to step in when someone is bullied or help someone that is feeling unwell. The answer is the bystander effect. The bystander effect is a strange psychological phenomenon. The more people there are around, the less likely bystanders are to intervene in an emergency situation. One explanation is that the diffusion of responsibility among multiple bystanders leads each person to believe someone else will step forward and take action. The effect is likely also bolstered by bystanders assuming other people, such as doctors or police officers, are more qualified to help, fearing harm, and worrying their intervention will be unneeded or unwanted. Lone bystanders are more likely to notice a victim than bystanders in groups. This is because when people are together, social norms dictate that we focus on each other and pay less attention to our surroundings. Once a bystander does notice the victim, they might look at other people nearby to interpret the situation. If no one else is reacting, the bystander might conform and do nothing. There may be an assumption that the other bystanders have more knowledge about the given situation and are behaving appropriately. If the bystander does deem the situation an emergency and thinks someone should do something, they then have to contemplate their personal responsibility. Feelings of obligation and empathy could be increased if the bystander has medical or self-defense training, if they know the victim, and if they believe the victim deserves help. The final step is actually deciding to help, either by intervening directly or contacting the authorities. Finally, the bystander effect has been overcome. However, a recent study suggests the bystander effect can prevent ideas, concerns, and opinions from reaching upper management in the workplace. If an employee is confident information is widely known and discussed among other employees, a diffusion of responsibility lowers the chance that they will tell their manager the information. Researchers call this the voice bystander effect. For Scientific American, I'm Tim Palmieri. Merci.
Très bien, je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Des questions, des remarques? On a compris de quoi il s'agit. En fait, c'est une vidéo que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Et voilà, donc ça résume en fait en quelque sorte l'effet témoin ou l'effet spectateur. Donc, et surtout du point de vue en fait psychologique que je maîtrise pas. Que voilà. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'avancer Ever wonder why et de voir en fait, essayons ensemble de modéliser cela. Et voilà, donc de le mettre sous forme d'équation et de comprendre comment ça marche. OK? Très bien. Alors, j'imagine une bonne partie d'entre vous connaissent qu'est-ce que la théorie du jeu, je pense. Bah, parfait, super, ça me convient. Et ben, on va revenir en fait à notre problème. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu la structure du jeu. D'accord? C'est un jeu, OK, voilà, nous avons un certain nombre de témoins, on a une victime. Donc, le nombre de joueurs ici, on va dire, c'est le nombre de témoins. On va le noter N, puis les actions qu'il peut faire, ce qu'on appelle les stratégies pures, et ben, chaque témoin ou bien pourrait se porter volontaire, ça veut dire porter assistance à la victime, ou bien appeler la police, ou appeler voilà, donc les services d'urgence, ainsi de suite. On va noter ça avec se porter volontaire. Et ne pas se porter volontaire, donc rester inerte, d'accord? C'est la stratégie NV. OK? Donc, c'est assez simple. Chaque témoin a deux stratégies possibles. Se porter volontaire, donc intervenir ou ne pas. Comment on va mesurer le degré de contentement, d'accord, qu'on va appeler la fonction d'utilité de chaque témoin? Et bien, on va se dire la chose suivante. On va se mettre d'accord que le fait de se porter volontaire, ça induit un coût. Ce n'est pas gratuit. Pourquoi? Bah, tout simplement, si j'interviens, chose que je ne conseille pas, bah, je pourrais en fait être agressé moi-même. Il va falloir donc voilà, bien choisir le type d'intervention à faire. Exemple d'intervention, bah, appeler la police. Ça ne va rien coûter, bah, ça va quand même coûter quelques dollars. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours un coût. Ça va coûter quelques secondes, c'est un temps, ça va me coûter un effort. On va appeler ça un coût C. On va le noter petit c, on va dire qu'il est positif. Après, je pourrais le retrancher en fait de mon niveau de contentement. Après, chaque témoin va recevoir, ça veut dire une fois le jeu se termine, il va recevoir en fait un gain V moins C. V, c'est la valeur du jeu, c'est la valeur du bien ou bien du service. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce que je gagne en fait de cette histoire? Ben, V. Si je me porte volontaire, c'est V moins C. Si je ne me portais pas volontaire, ben, ça aurait été V. J'aurais le service gratuitement. Oui. Je ne suis pas d'accord si non volontaire de citer. Parce que ouais. When you react, you have, for example, a satisfaction. Yes. It's included for EP. It's in fact the satisfaction minus the cost. What is the cost you have invested in getting satisfied? Why are you satisfied if you didn't volunteer? Yeah, it's in fact just a measure. A measure that means assume both you and me are in the scene. You have volunteered. Yes. And me, I will enjoy the service after that. So I will receive V, It's not the same. whereas you will receive V minus, yeah, It's not the same because I Fully will be agree. more satisfied than you. it depends. It depends. It depends. Exactly. I agree with you. But it's okay. If you wish, we can consider here that the guy who has volunteered will receive VI minus CI, and the other guys VJ. We can have it. It will just complicate a little bit the computation, but it changes nothing. Assume here we have a lot of bystanders, so it's okay. We can confirm. Okay. But I agree with you. Great. Puis, au cas où on n'a pas de volontaire, et bien ici, on va en fait dire que personne en fait ne va en profiter. Ben, le service ne sera pas assuré, on ne va pas recevoir de biens, on ne sera pas protégé. Ce qui fait en fait, on va accorder une pénalité à tout le monde, moins R. On suppose aussi que R est positif. Alors R, c'est pour dire regret. Ah, j'ai regretté de ne pas avoir porté assistance. D'accord? C'est un regret R. Là aussi, on aurait pu utiliser RI. OK? Est-ce que c'est bon? Ça vous convient comme ça? Voilà. Si au moins on a un volontaire, celui qui s'est porté volontaire va recevoir V moins C. Les autres qui n'ont pas
assisté, qui n'ont pas aidé à assister, voilà, donc ça va être V parce que le service sera fourni gratuitement. Si jamais personne ne s'est porté volontaire, moins R tout le monde. Commençons avec le cas de deux témoins. Supposons que nous avons deux témoins. Donc ici, j'ai un témoin sur l'axe des X, voilà, niveau ligne, là, niveau colonne, témoin numéro 2. Si tous les deux décident de se porter volontaire, parce que là, il y a une chose, il n'y a pas de communication en fait. Il faut voilà, donc intervenir presque immédiatement, le plus rapidement possible. Je ne vais pas en fait appeler mon témoin. Dis donc, est-ce que c'est toi qui vas appeler ou c'est moi? Non, on ne se permet pas cela. Chacun de son côté doit décider. Je me porte volontaire ou pas. Si les deux décident de se porter volontaire, chacun va recevoir V-C, V-C pour le joueur ligne, V-C pour le joueur colonne. Si le joueur ligne se porte volontaire alors que le joueur colonne ne se porte pas volontaire, et bien celui qui s'est porté volontaire va recevoir V-C, alors que le joueur colonne aura le service gratuitement et va en fait bénéficier en fait de toute la valeur V. Là, c'est plutôt l'inverse. Si le joueur ligne décide de ne pas se porter volontaire, il recevra V, alors que celui qui s'est porté volontaire V-C. Et le dernier cas, c'est quand personne ne s'est porté volontaire, et bien chacun va avoir un regret -R, moins R. OK? Très bien. Alors ici, juste pour rendre la chose plus intéressante, on va supposer que V est supérieur à C. Ça veut dire la valeur du bien, du service ou autre, elle est supérieure au coût. C'est normal de dire cela. Parce que si jamais la valeur n'est pas supérieure à C, bah, it's not worth. Bah, pourquoi je vais faire ça? C'est une pénalité. Donc, OK? C'est pour ça. Comme ça, V moins C, ça va être supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, essayons de calculer les équilibres de Nash de ce jeu. Ben, vous connaissez qu'est-ce qu'un équilibre de Nash? OK. Alors, un équilibre de Nash, écoutez bien, c'est un point où aucun joueur n'a intérêt à dévier unilatéralement. Je répète, c'est une situation où personne ne peut améliorer son gain en changeant de stratégie. Si je suis le seul à changer, je suis perdant, j'ai intérêt à rester. On va faire la même chose pour chacun de vous. Si ceci est vrai pour tout le monde, on dira que ce point-là, là où on est maintenant, est un équilibre de Nash. D'accord? Très bien, donc il y a en fait deux types. Voilà, l'équilibre de Nash dit en stratégie pure, c'est un point où chaque joueur choisit clairement, d'accord, avec une probabilité 0 ou 1, ces actions. Et là, si on analyse le jeu, donc on va se retrouver en fait avec deux équilibres. L'équilibre VNV, ça veut dire la première situation, c'est le premier joueur va se porter volontaire, alors que le deuxième ne se porte pas volontaire. Ce qu'il fait, c'est ce profil-là, plutôt ce profil-là, celui-là. D'accord? Donc, dans ce profil, le premier décide de se porter volontaire, alors que le deuxième joueur ne se porte pas volontaire, avec des gains V-C et V. Ça, c'est le premier équilibre. On pourrait le vérifier. Comment le vérifier? Regardez ce que je vais faire, c'est assez simple. Je considère ce point et je vais commencer par le premier joueur. Et je me pose la question, est-ce que le premier joueur peut améliorer son gain s'il divise, s'il change de stratégie? Ben, t'entends? Donc là, il reçoit V-C. Si le premier joueur change, il va passer de V à NV. S'il passe à NV, il passe à moins R. Moins R, c'est quelque chose de négatif. Ce qui fait qu'il a intérêt à rester. Donc, le premier joueur ne peut pas améliorer son gain s'il divise. Qu'en est-il du deuxième joueur? Ben, on va voir. Là, il reçoit V. Il n'a pas se porté volontaire. Il reçoit V. S'il divise, il passe de V à V-C. Et il est perdant. Ce qui fait que les deux ont intérêt à rester. Donc, VNV, ça c'est un point d'équilibre de Nash pur. On va faire la même chose pour le deuxième point, c'est celui-là. NVV, si le premier joueur, le joueur ligne, dévie, s'il change de stratégie. Donc là, lui, il contrôle les lignes. Il va passer de V à V-C. Il va perdre. Il a intérêt donc à rester. Je reste là, comme ça, je reçois V. Qu'en est-il du deuxième joueur, le joueur colonne? Lui, il contrôle les colonnes. Ben, s'il dévie, s'il change, il va passer de V-C à moins R. Il va avoir un gain pire que ce qu'il avait avant. Il a donc intérêt à rester. Ce qui fait NVV est un équilibre de Nash pur aussi. Nous avons donc deux équilibres de Nash. Ben, il me reste deux points, celui-là et celui-là. Vérifions, est-ce que ce sont des équilibres de Nash? VV, OK, et si on le voit,
le premier joueur, s'il dévie unilatéralement, il va passer de V-C à V. C'est-à-dire qu'il va améliorer son gain. Il a intérêt à dévier. Ce n'est pas un équilibre. Ce n'est pas un point stable. D'accord? Donc, le point qui équilibre, il devrait en fait avoir de bonnes propriétés de stabilité. Il faut qu'il assure la stabilité. Donc là, ce qu'il fait, il a intérêt à dévier. Là, pareil, on ressent moins R chacun. Si le premier dévie, il passe de moins R à V-C. Il améliore son gain. Ce qui fait, ces deux-là ne sont pas déséquilibrés. C'est bon? On a un petit problème en fait avec ces deux équilibres, c'est qu'ils ne sont pas fair, ils ne sont pas équitables. Pourquoi ils ne sont pas équitables? Il y a un qui va se porter volontaire tout le temps et l'autre qui ne va pas se porter volontaire tout le temps. Ce qui fait un reçoit V tout le temps et l'autre V-C tout le temps. Ce qui fait en fait qu'on est un peu vexé par cette voilà, donc non-fairness, unfairness. On est un peu vexé. C'est pour cela en fait, on va chercher est-ce qu'il n'y a pas un meilleur point, un équilibre plus équitable. Ben, là, c'est en fait ce qu'on va appeler l'équilibre de Nash en stratégie mixte. C'est quoi le concept d'équilibre de Nash en stratégie mixte? C'est la même chose que tout à l'heure, mais cette fois, on va se permettre de définir une distribution de proba sur les actions que nous avons. Ça veut dire chaque joueur, il ne va pas jouer une stratégie à cause sûre. Il va la jouer avec une probabilité donnée. D'accord? Imaginez que voilà, donc là, on va peut-être faire le séminaire. On a deux salles. Soit cette salle, 51-15, soit, je ne sais pas moi, 15-51, j'inverse. On a deux. À chaque fois, on dit, on va choisir celle-là, à cause sûre, c'est une stratégie pure. Parce qu'on est vraiment, on est clair là, en fait, sur notre choix, notre décision. Par contre, si on dit la chose, random, pif, allez, 50-50. OK, ben, je vais chercher à chaque fois une pièce de monnaie. Pile, c'est 51-15. Face, c'est 15-51. Et à chaque fois, ah oui, c'est pile. Allez, les amis, aujourd'hui, on va partir à la salle 15-51. Et on va essayer de faire cela chaque mercredi. C'est une stratégie mixte. Ça veut dire qu'on est en train de mixifier. On est en train, en fait, de combiner les deux à chaque fois. On ne choisit pas d'une manière précise, exacte, mais probabiliste. C'est ce qu'on va faire. Alors, le premier joueur, il va dire, moi, je ne suis pas catégorique. Je vais me porter volontaire avec une proba P. Et donc, je ne vais pas me porter volontaire avec une proba A-P. Ce qui fait, on va choisir V avec proba P et NV avec proba A-P. Cognitif du deuxième joueur, ben, pareil. Lui aussi, il va mixifier. Il va choisir de se porter volontaire avec une probabilité P. Et là, ne pas se porter volontaire avec une probabilité A-P. Parce qu'il a seulement deux actions. D'accord? P A-P, il faut après chercher le P étoile, le point d'équilibre. C'est ça, en fait, ce qu'on va essayer de faire. Donc là, pour vous éviter, en fait, la théorie derrière, on va dire que nous sommes sûrs qu'un équilibre de Nash mixte existe. On a un théorème qui nous dit. Le théorème nous dit, tout jeu fini admet au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte. Et donc là, notre jeu il est fini. On a un nombre de joueurs fini. Chacun a un nombre d'actions finies. C'est un jeu fini. Donc, on a ça. Bon, on a fait le calcul. On va voir après tout à l'heure comment on va faire. Et on a trouvé en fait que P étoile est égal à moins C sur B plus R. Donc, si nous sommes deux joueurs, et ben, la probabilité pour que chacun de nous se porte volontaire est égale à 1 moins C sur V plus R. C, c'est le coût de se porter volontaire. V, c'est la valeur du bien ou bien du service. R, c'est le regret. En analysant, c'est positif, compris dans l'intervalle 0,1. C'est bien une probabilité. On va y revenir. C'est bon, des questions? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le nombre de joueurs devient très grand? Par rapport à point d'équilibre, Oui. ça ne dépend pas du nombre de témoins qu'il y a. Oui, exact. Ça dépend. Mais là, dans un premier temps, nous avons seulement 2 témoins. Ça, c'est la probabilité. Pour 2 témoins. Exact. Alors, une chose, chers amis, donc, si je suis le seul, en fait, le seul témoin, croyez-moi, j'ai porté volontaire avec probabilité 1. Exemple, on a chaud dans cette salle. Je suis seul, j'ai chaud. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'éteins le chauffage. À cause sûr. Maintenant, nous sommes 2 personnes, Wissam et moi. On va supposer qu'on est égal à égal. Juste pour aujourd'hui. D'accord?
Bah, je vais dire, mais pourquoi c'est à moi de l'éteindre? Lui aussi va dire, mais pourquoi c'est à moi de l'éteindre? Ce qui fait, en fait, ce n'est pas à coup sûr, ce n'est pas 100%. Je vais peut-être l'éteindre avec 50% de chance, lui, 50% de chance. Après, voilà, donc on peut être plus général, on va dire 30%, 70%. D'accord? On est deux. Et si on est 3 personnes? Si on est 100 personnes? Je suis seul, avec 99 inconnus, croyez-moi, personne ne va l'éteindre. Parce que chacun va dire, ah, c'est aux autres. Là, s'ils ont chaud, qu'ils l'éteignent. Moi, je n'ai pas chaud. Ah, si. D'accord? Donc, en gros, en fait, ça, c'est le raisonnement, mais essayons de le prouver mathématiquement. C'est l'objectif, en fait, de ce slide maintenant. Essayons de généraliser. On va considérer le cas de n témoins. Le cas de n témoins, dans un premier temps, on va dire n fini, pour qu'on reste dans le cadre de je finis. On a donc n joueurs. Et bien, en analysant ce jeu, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les équilibres de Nash qui est là? Sans regarder le slide. Quels sont les points qui pourraient être des équilibres de Nash en stratégie pure? Ça veut dire où nous avons des choix exclusifs. Se porter volontaire ou bien ne pas se porter volontaire. Pas entre les deux. Et une seule personne se porte volontaire. Exact. Absolument. Donc, si on analyse ce genre, en fait, prenons le cas déjà de 0 témoin. Personne ne se porte volontaire. Tout le monde va recevoir R. Moins R, moins R, moins R. Ce qui fait chacun aura tendance à diviser. Ce n'est pas un équilibre. Maintenant, considérons le cas de involontaire et tous les autres ne sont pas des volontaires. Celui qui s'est porté volontaire va recevoir V moins C. On est d'accord? Les autres vont recevoir V chacun. Si celui qui se porte volontaire décide de dévier, tout le monde va passer à moins R. J'ai intérêt à rester. Et si un de ceux qui n'étaient pas portés volontaires décide de changer, il va passer de V à V moins C. Donc, c'est un équilibre de Nash en stratégie pure. Après, on va dire, mais qui? Est-ce que c'est moi? C'est Florian? Wissam? Eric? Bah, c'est toutes les combinaisons possibles, en fait. C'est pour cela, le premier point qui est V, NV, NV, NV jusqu'à NV, ça veut dire le premier se porte volontaire et tous les N-1 restants ne sont pas volontaires. Ça, c'est un équilibre de Nash en stratégie pure. Est-ce qu'il y a un deuxième équilibre? Bah oui. Le premier ne va pas se porter volontaire, mais plutôt c'est au 12e joueur de se porter volontaire. Et les autres ne pas se porter volontaire. C'est juste, en fait, j'ai permuté ici le V avec le NV. Après, on a également ça, c'est autour du troisième, juste au dernier. Combien de points ayant cette structure? N. Si nous sommes deux, on va se retrouver avec les équipes de tout à l'heure. VNV, NV. Et si on est N, là, on va avoir N équilibre dans cette stratégie. Oui. OK, pardon. C'est bon? Ça va? Maintenant, si je prends un autre point, deux volontaires et N-2 non volontaires. Ce n'est pas un équilibre parce qu'il suffit qu'un des deux dévie et c'est bon, on n'est plus dans ce point. Parce que celui qui va dévier, il va passer de V-C à V. OK? Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, même chose, même constat, ce sont des points qui ne sont pas en fait faibles, qui ne sont pas équitables, parce qu'il y a un à chaque fois qui va se porter volontaire, il va recevoir V-C et les autres V. Ce qui fait, donc voilà, on est vexé. C'est pour cela qu'on va passer à un point qui est un peu plus équitable. C'est en fait l'équilibre de Nash en stratégie mixte. On va faire comme tout à l'heure. Chaque joueur, il va décider de se porter volontaire avec une probabilité P. Ça implique qu'il ne va pas se porter volontaire avec une proba 1 moins P. On est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer quel est son gain moyen, combien il va gagner. D'accord? Alors, un point important ici, c'est que je vais, en fait, peut-être, je me considère comme le témoin numéro 1 et je vais essayer de calculer mon gain moyen. Quoi que vous fassiez, si je me porte volontaire, je reçois V-C, indépendamment de ce que vous faites. Je parle de moi, je me porte volontaire. Automatiquement, je reçois V-C. Quelques-uns d'entre vous se portent volontaires ou que tout le monde reste non volontaire. On est d'accord sur ce point? Ce qui fait
mon utilité moyenne quand je me porte volontaire est égale à V moins C. Maintenant, essayons de voir mon utilité moyenne quand je ne me porte pas volontaire. Alors, quand je ne me porte pas volontaire, qu'est-ce que je reçois? J'ai deux cas en fait. Ou bien je reçois V si quelqu'un d'entre vous s'est porté volontaire. Sinon, je reçois moins R, c'est aucun d'entre vous ne s'est porté volontaire. Moi, je ne me suis pas porté volontaire à la base. Est-ce que c'est bon? Donc, j'ai en gros 3 valeurs de gain possibles. Je reçois V-C si je me porte volontaire et je reçois V si il y a au moins un d'entre vous qui s'est porté volontaire ou moins R si personne ne s'est porté volontaire. Donc, pour calculer un gain moyen, il faut calculer la moyenne de ce bazar en fait. C'est pour cela, je vais dans un premier temps l'écrire un petit peu voilà, donc, en anglais, en français. Quel est vraiment mon gain moyen à moi? Eh bien, mon gain moyen, ça va être égal à, quand je me porte pas volontaire, d'accord? Mon gain moyen, quand je choisis l'action NV, c'est V, ça veut dire je reçois V multiplié par la probabilité que quelqu'un se porte volontaire, plus moins R multiplié par la probabilité qu'aucun ne se porte volontaire. Est-ce qu'on est d'accord sur cela? Ça make sense. Parce que mon sort ne dépend pas seulement de mon action, mais de celle des autres, c'est de vous. Donc, si il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire, je reçois V. Si aucun, je reçois moins R. Alors maintenant, j'ai 2 actions. Me porter volontaire, je reçois V moins C. Ne pas me porter volontaire, je reçois cette quantité. Essayons de développer celle-là dans un langage de probabilité. Alors, regardez, quelle est la probabilité? On va commencer peut-être par la partie gauche, de droite. Quelle est la probabilité qu'aucun ne se porte volontaire? Aucun d'entre vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est 1 moins P à la N moins 1? Moi, je ne me porte pas volontaire, ça, je n'en parle pas. Mais vous êtes N moins 1 P moins, la probabilité qu'aucun d'entre vous ne se porte volontaire, c'est 1 moins P à la N moins 1. C'est 1 moins P multiplié 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, N moins 1 fois. Ça, c'est une proba que personne ne se porte volontaire. Si personne ne se porte volontaire, je reçois moins R. Ce qui fait ça multiplié par ça, espérance. Maintenant, quelle est la probabilité qu'au moins un d'entre vous se porte volontaire? C'est 1 moins personne. C'est 1 moins personne ne se porte volontaire. On est d'accord? Et donc là, je peux développer, ce qui fait mon utilité moyenne en ne pas me portant volontaire peut être écrit sous cette forme, c'est V moins V plus R, 1 moins P à la N moins 1. Dernière étape, à l'équilibre de Nash en stratégie mixte, j'ai un joli principe en fait qui me dit, à l'équilibre, tu deviens indifférent. Que je me porte volontaire ou pas, ça me donne le même gain. Eh bien, à l'équilibre, la moyenne en me portant volontaire est égale à la moyenne en ne me portant pas volontaire. Ce qui fait que cette quantité est égale à V-C du slide précédent. Je vais essayer de réarranger l'écriture. J'obtiens la formule de P étoile. Quelle est la probabilité qui me permet d'avoir en fait cela? La proba qui me permet d'être indifférent, c'est la proba à l'équilibre. C'est la proba de me porter volontaire. Elle est égale à 1 moins C sur V plus R à la 1 sur N moins 1. Si je considère N égale 2 joueurs, je remplace N par 2, ce qui fait là, je vais avoir un 1. 1 sur 1, ça fait 1. C'est 1 moins C sur V plus R. C'est la formule, en fait, correspondant par 2 joueurs. Et celle-là, c'est N général. OK? C'est une formule assez simple. J'ai essayé, donc voilà, j'ai fait quelques petites figures pour voir un petit peu comment cette proba d'être volontaire, de se porter volontaire, évolue en fonction du nombre de témoins et avec différentes valeurs du coût, en fait, du volontariat. Alors, là, regardez, donc ici, la courbe bleue correspond à un coût de 0,0001, pour ne pas dire 0.
La courbe rouge, c'est bien rouge? Ouais. C'est avec un coût qui est égal à 0,1. Coût 0,1, ça veut dire quoi? Quand vous recevez 1, V égale 1, moi je reçois 0,9. V moins C. D'accord? Après 0,5 et un coût très proche de 1. Ça veut dire très proche de la valeur V. Donc si on fait cela, ben, on voit que déjà la probabilité de sportif volontaire, elle est décroissante avec le nombre de témoins. Ce qui est logique en fait avec le constat de l'agression de Kitty. D'accord? On avait 38 témoins. D'accord? Ce qui fait là, on peut se permettre en fait d'avoir au moins une idée sur la chance en fait qu'il aurait voilà, donc, été secouru. Donc là, P étoile est égal pratiquement 0,02. 2%. Elle avait seulement 2% de chance en fait d'échapper à cette situation. Parce que là, donc j'ai le nombre d'utilisateurs, ben, tout de témoins, 10, 20, 30, 40, ben, c'est quelque part là. Voilà. Donc c'est vraiment 0,02. Une probabilité très faible. Ce qui est en fait, ce qui est assez, voilà, donc ça explique ce qui s'est passé. Pourquoi en fait les témoins étaient inertes? Pourquoi aucun en fait n'avait bougé pour prévenir la police? En tout cas, on voit ici qu'en augmentant, plutôt en réduisant le coût, on voit que la probabilité de sportif volontaire augmente, ce qui est logique. Quand ça va pas me coûter grand-chose pour être volontaire, bah, je le ferai avec plaisir, volontiers, sans jeu de mots. D'accord? Mais sinon, si le coût est très élevé, donc là, problème, en fait, c'est qu'on risque vraiment de ne pas bouger. Donc, après, ici, donc plus ou moins la même chose, mais on traite la probabilité de sportif volontaire en fonction du nombre de témoins pour différentes valeurs du regret. Donc, quand on n'a pas de regret, d'accord, 0, eh ben, on voit ici, en fait, c'est la pire performance. C'est-à-dire la probabilité de sportif volontaire, vraiment, elle est faible par rapport aux autres. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. On voudrait, en fait, que les témoins aient un regret si jamais ils ne se portaient pas volontaires. Voilà. Comme ça, en fait, ça va les, comment dire, les inviter, voilà, à participer à secourir, ainsi de suite. Après, voilà, donc on peut voir que quand on augmente la valeur du regret, c'est que la probabilité du volontaire, en fait, augmente. Et après, on pourrait, d'un point de vue théorique, mathématique, se fixer quelle est la probabilité de volontariat que l'on souhaiterait, et après, on dira quelle est la valeur du regret qu'il faudrait mettre en place. Pareil aussi pour le coût, on peut implémenter ce genre en fait, de solutions. Et donc, en jouant sur le coût et le regret, on pourrait en fait avoir voilà, donc, certaines garanties sur le volontariat, le niveau de volontariat de la population. Donc là, c'est la même chose, en fait, la probabilité de volontariat, mais cette fois en fonction du regret. Donc, pour différentes valeurs, en fait, du nombre de témoins. Donc là, regardez, donc, quand j'ai 2 témoins, c'est la courbe bleue. Je vois qu'on a tendance à se porter volontaire, voilà, donc assez souvent. Et quand la valeur du regret, voilà, donc dépasse, on va dire, 100, pratiquement, on a intérêt, on a tendance à se porter volontaire à chaque fois. Par contre, c'est la valeur du regret petite, voilà, donc on a trouvé quelque chose comme voilà, 50% du temps, quelque chose comme ça. Par contre, si l'on considère le cas de n égale 38 témoins, donc le cas de l'agression de Kitty, donc là, en fait, avec un seul témoin, plutôt 38 témoins, mais avec un regret de 1, un lieu de 1, la proba, en fait, est de 0,08. Avec un regret 0, donc c'est un point avant, c'est 0,02. OK? Ce qui est en fait logique avec ce qu'on a avancé. Donc, en gros, le regret, en fait, est permet d'éviter ou de contrôler en quelque sorte le phénomène de diffusion de responsabilité. Parce que quand on devient de plus en plus nombreux, c'est qu'en fait, la responsabilité se divise. Exact. Avant, j'avais grand R, il y a d'autres témoins qui vont s'ajouter, c'est grand R divisé par machin. D'accord? Ce qui fait que j'aurai de moins en moins tendance à ne pas me porter volontaire. Voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est bon, des questions? Ça va? Très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être, il me reste combien de temps? C'est ça? OK, en tout cas, j'ai prévu 12 applications. Si vous ne reste pas beaucoup de temps, je pourrais faire une application. OK. Alors, je vais essayer de présenter en fait 2 applications de ce dilemme du volontaire, mais en réseau. Donc, je vais commencer par
un problème que vous connaissez tous, le fameux streaming vidéo. Vous savez, le streaming vidéo, en fait, c'est le service maintenant qui consomme en fait le plus de bandes passantes. C'est vraiment la killer app de la 4G. D'accord? Ce qui fait la 5G, elle est venue en quelque sorte pour résoudre en fait ce problème et essayer donc d'offrir ce streaming d'une manière plus fluide. Imaginez que nous sommes, voilà, donc plus ou moins nombreux. Par exemple, voilà, donc ça peut être une dizaine, une vingtaine, une centaine, quelques milliers. On est dans un terrain, je ne sais pas moi, de foot, un stade de soccer peut-être. Anyway, d'accord? Et on regarde un certain nombre, en fait, voilà, de films peut-être, de contenus multimédia. Par exemple, là, je considère en fait trois cas. Donc là, nous avons un match de soccer. Et puis là, vous connaissez le film? Exact. Donc, c'est le film A Beautiful Mind, un homme d'exception, qui raconte en fait l'histoire de John Nash, le père de la théorie du jeu. D'accord? Donc, je vous invite à aller regarder. Elle est très bien, c'est un très bon film. Voilà, donc, et puis le dernier, voilà, donc un cancer. Quand on est dans ce genre en fait, de situation, c'est qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui risquent de voir le même contenu en même temps. Alors, imaginez ici que j'ai quatre utilisateurs qui regardent en fait le match de foot. Ben oui, le match de foot, voilà, c'est en direct, ce qui fait, et, je sais pas, voilà, c'est un scénario assez plausible. On regarde tous le contenu en même temps, ce qui fait chacun de nous, en fait, il va solliciter le contenu depuis le cloud, depuis les serveurs ici, les serveurs de streaming, CDN et tout. Et donc, ce qui fait là, donc, je vais avoir en fait 4 flux de bout en bout, jusqu'au premier joueur, jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième. Vous imaginez? C'est le même contenu en fait qui transite depuis les serveurs de streaming là jusqu'à l'utilisateur. C'est le même contenu. Après, là, on suppose Netflix ou je sais pas moi, il y a un nouvel épisode qui sort de Casa de Papel par exemple. Bah, il y a de fortes chances que plusieurs d'entre nous, peut-être même dans mon quartier là où j'habite, des voisins regardent le même contenu. Ce qui fait là aussi, on va avoir en fait 3 répliques du même flux, de bout en bout. Pareil pour le dernier cas. Et là, en fait, avoir ce même flux-là qui traverse voilà, donc tout le réseau, ça consomme énormément de bandes passantes, énormément d'énergie. C'est coûteux. On se pose donc la question, est-ce qu'il y a un moyen de résoudre cela, de baisser en fait ce trafic tout en gardant la même, peut-être meilleure expérience utilisateur? Donc, ce qu'on a proposé avec Khadija, Halima et Mohamed, donc c'est en fait un travail donc, voilà, donc, qui va essayer de modéliser ce streaming vidéo sous forme en fait, d'un jeu voilà, du volontaire. On va donc proposer la chose suivante. Donc là, tous les utilisateurs qui consomment le contenu vert, ça ne sert à rien. Ils cherchent le contenu depuis le serveur, chacun de son côté, mais un seul va le chercher et il va après le partager avec les autres. Il va se porter volontaire pour ramener le contenu et le partager avec les autres. Comme ça, au lieu d'avoir ici 3 flèches, on va voir une seule flèche. D'accord? Pareil pour le contenu bleu et le contenu rouge. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'idée en fait? Ça veut dire, au lieu que nous tous nous connectons, comme tout à l'heure, quand j'avais en fait partagé le lien de la vidéo, au lieu que voilà, nous tous allons chercher le contenu directement depuis YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? Un va le chercher et va le partager. Il va en fait le rediffuser en quelque sorte, le streamer. Donc voilà, pour que tout le monde ici dans la salle puisse y avoir accès. D'accord? Alors, avec cela, on cherche à améliorer l'efficacité spectrale. Ça veut dire comment on utilise en fait notre spectre, combien de bits on peut transmettre par hertz. On va pouvoir améliorer la capacité du réseau, ici en termes de nombre d'utilisateurs. Imaginez que chaque lien nécessite 1 mégabit par seconde. Imaginez que la capacité totale, c'est 100 mégas. Ça veut dire que le fournisseur d'accès, en ce moment-là, ne peut pas dépasser 100 connexions actives à la fois. S'il ne les dépasse pas, ça veut dire aussi en termes de revenus, en argent, il y a voilà, une limite à ne pas dépasser. C'est 100 multiplié par, en fait, le coût.
Donc là, si on fait cela, c'est qu'on est en train d'augmenter en fait virtuellement la capacité. La capacité, elle demeure la même, 100 mégabits par seconde, mais le nombre d'utilisateurs qui peuvent bénéficier du service peut être en fait très grand, ce qui fait c'est une bonne chose pour les utilisateurs, mais aussi pour l'opérateur, le fournisseur d'accès. Quoi d'autre? Une meilleure efficacité énergétique. Parce que le fait de réduire le nombre de connexions concurrentes simultanées, ça va réduire les interférences, ça va réduire la consommation d'énergie. Ce qui fait c'est une bonne chose. Et finalement, on va pouvoir en fait réduire le coût du bit transmis. D'accord? Après, comment dire, le challenge qui reste à faire, c'est comment convaincre ces bons utilisateurs à partager leur contenu avec les autres. Et il faut un business model. Donc, il faut en fait un modèle de business. Ça veut dire, qu'est-ce que ça va leur coûter? Ramener le contenu et sera décompté de leur forfait. Ça change rien. Exact. Donc, voilà, après, l'opérateur va les charger. Donc, ils doivent payer en fait ce contenu. Et quoi d'autre? C'est que le fait de partager leur contenu, peut-être via Wi-Fi. Imaginez, je suis connecté via la 4G ou 5G pour ramener le contenu. Après, je vais le partager via Wi-Fi. Ça veut dire que ma batterie il sera drainée rapidement. Donc, j'ai un coût monétique, un coût énergétique et quoi d'autre? Peut-être il y a des risques de sécurité, pas mal de choses. Là, il faut en fait un modèle, une solution qui permet en fait de dire rassurez-vous, vous serez gagnant. Parce qu'il va se porter volontaire, lui, il va regarder le contenu pareil que les autres, mais il a un coût à payer. Il faudrait compenser. Donc, ce qu'on a proposé en fait ici, c'est le payer. Comment le payer? C'est les clients en fait qui vont le payer. Là, imaginez que le contenu là, on le paye, je ne sais pas moi, $10. Et là, au lieu de payer $10 pour regarder le film, on va payer seulement $5. Ceux qui vont voir seulement $5. Et c'est hyper intéressant parce que le coût il est très faible et sont très proches de ces utilisateurs, ce qui fait qu'ils vont transmettre à une petite puissance. Leur batterie sera sauvegardée et voilà, donc sa durée de vie va donc s'étendre et pas mal en fait d'autres avantages. Ce qui fait, voilà, ça peut être une bonne chose à implémenter. Donc, pour en fait répondre à ces questions, on a développé voilà, donc un jeu donc coopératif. Voilà, donc j'ai ici un mobile. Supposons que c'est lui qui va se porter volontaire. Alors, il va avoir en fait deux liens. Un lien cellulaire qui va lui permettre de se connecter à la 4G, 5G, 6G, j'en sais rien. Et puis, un autre lien ici que j'ai appelé D2D, ça veut dire device to device. D'accord? C'est un lien, voilà, donc généralement à courte portée pour en fait arroser, pour streamer, restreamer le contenu reçu avec les autres utilisateurs. Donc là, on suppose, voilà, on va se mettre dans les conditions suivantes. Les communications sont permises. Le débit moyen, on va le noter θ, ok? Chaque utilisateur a deux stratégies, deux actions, to stream or to view. Alors, to stream, to view, to stream, c'est to volunteer. To not volunteer, c'est to view. Alors, to view, c'est regarder le contenu. Juste le regarder, ça veut dire qu'il va falloir que quelqu'un le stream. Et après, to stream, c'est il faut chercher le contenu. D'accord? Après, le streaming, en fait, va induire un coût C. Donc là, j'y mets un coût C, mais vous pouvez regarder après, en fait, les papiers là. En fait, on développe, c'est quoi ce C? C'est vraiment un coût énergétique, un coût monétique et éventuellement d'autres composantes. Et autre chose, voilà, l'utilisateur, si aucun utilisateur ne se connecte au réseau cellulaire, ça veut dire si on n'a pas de volontaire, eh ben, on suppose ici que tous les utilisateurs en fait, vont subir un regret R. D'accord? Un regret R. Exemple, j'ai raté l'épisode. Peut-être qu'il ne sera plus rediffusé, donc je vais avoir un regret. Ou bien, j'ai raté, il fallait en fait le voir en prime time. Je suis obligé après de le regarder un peu plus tard. Ou bien. En tout cas, c'est un regret de ne pas avoir suivi, comment dire, le contenu. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait en fait avec Khadija et Halima? C'est que voilà, on a analysé le jeu, donc on a discuté l'existence et l'unicité des équilibres de Nash. Une fois donc tout s'est prouvé, on a proposé des algorithmes qui permettent en fait au device d'apprendre à converger vers ces équilibres. D'accord? Et là, donc on a proposé deux algorithmes. Le premier algorithme, donc c'est le LRI, pour dire Linear Reward in Action. En fait, elle permet de converger vers les équilibres de Nash en stratégie pure. Lui, il est conçu en fait pour cela.
D'accord? Et le deuxième algorithme, c'est le GBD pour dire Gibbs-Boltzmann Dynamics. Elle permet de converger cette fois vers les équilibres de Nash en stratégie mixte. D'accord? Voilà, le premier, si jamais, en fait, ça peut être utile, si jamais nous avons un device, un mobile qui est hyper bien placé, avec une bonne batterie, un bon forfait, donc on pourrait en fait utiliser le premier équilibre. Par contre, si on est dans un cas où la plupart des mobiles en fait sont assez similaires, que ce soit en termes de capacité, voilà, donc, de la batterie, en termes de forfait, en termes voilà, donc, de connectivité. Donc là, en fait, on va se partager les tâches. On ne va pas être streamer tout le temps, mais on peut basculer entre streamer et viewer, voilà, donc avec des probabilités. Donc la proba en fait d'être streamer, c'est ça. Donc voilà, donc, elle est définie par cette formule qui est vraiment la dynamique de Gibbs-Boltzmann. Alors là, quelques voilà, figures donc, pour trois devices. Donc, on a considéré un scénario de coût, d'interférence, de puissance de transmission. Et on est tombé en fait sur un cas où les trois devices en fait décident de streamer. Ça veut dire qu'ils vont tous aller chercher le contenu depuis le réseau cellulaire. Ils sont seulement trois. Bah, la raison, donc, il y a plusieurs raisons possibles. Peut-être le streamer, celui qui va jouer le rôle de streamer, il était trop loin. D'accord? Elle est trop loin, ou bien tout simplement, elle ne veut pas partager son accès avec les autres, et ainsi de suite. Sinon, là, on a un autre cas de figure avec 10 utilisateurs, 10 devices. Donc, on voit en fait que 4 devices ont tendance à streamer et les autres à jouer le rôle de viewers. D'accord? Ce qui fait, voilà, donc on a en fait réduit le trafic de 60%. D'accord? Voilà. Sinon, voilà une figure pour l'apprentissage de l'équilibre de Nash, cette fois en stratégie mixte. On a considéré en fait ici un paramètre qui s'appelle température. Voilà, c'est le paramètre T ici que j'ai ici dans la formule. Alors, ce paramètre T, température, il mesure ce qu'on appelle le degré de rationalité d'un joueur. Est-ce que le joueur, est-ce qu'il est rationnel ou pas? Rationnel, ça veut dire qu'elle cherche son propre bien, son propre intérêt. Quelqu'un qui est rationnel. Il va donc choisir des actions qui vont en fait être dans son intérêt. Quelqu'un qui n'est pas rationnel, c'est quelqu'un en fait tout simplement, ou bien il ne cherche pas son intérêt, ou bien il se la joue hasard, il se la joue aléatoire. Ok, ben aujourd'hui, ben, il ne regarde pas en fait est-ce qu'il va pleuvoir ou pas, est-ce qu'il va neiger ou pas, mais il décide de sortir en short peut-être, ouais, torse nu peut-être aujourd'hui, vraiment aléatoire. Par contre, quelqu'un qui est rationnel, il va choisir l'action qui va maximiser son confort. D'accord? Voilà, donc on joue sur ça et on regarde en fait ce qui va se passer. Donc, quand la température est égale à 2, une petite valeur de température, ça veut dire en fait que le device, il est hautement rationnel. Une grande valeur de T, elle est très faiblement rationnelle. Quand c'est très faiblement rationnel, elle tend en fait à se comporter d'une manière complètement aléatoire. C'est ça ce qu'on remarque. La température, par exemple, ici est égale à 100. Donc, regardez ici, quelle est la probabilité de sportif volontaire? Elle est proche de 0,5. Ça veut dire, pour lui, il est vraiment indifférent. Que je stream, que je view, c'est la même chose. Par contre, pour les petites valeurs de température, on voit ici que, voilà, selon ce scénario, les devices ont intérêt, d'accord, à streamer, ça veut dire chercher le contenu, éventuellement le partager avec les autres. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est bon, des questions? Très bien. Alors, j'ai encore le temps pour… Pour moi, oui. Je pense qu'il faut laisser le temps aux questions. OK. OK, alors donc je vais être très bref. En fait, ça, c'est une deuxième application. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que la radio cognitive? Les réseaux à radio cognitive. En fait, c'est, comment dire, c'est un concept sorti en 2001 par un doctorant à l'époque, Joseph Metola. Il propose la chose suivante. Il a remarqué en fait que le spectre que nous avons, elle est sous-utilisée et il présente énormément de trous. C'est quoi un trou de spectre? C'est tout simplement un spectre non utilisé. Et quand je dis un spectre non utilisé, en fait, c'est dans les deux dimensions, c'est-à-dire dans la dimension spatiale, mais aussi temporelle. Donc, parce qu'un spectre, imaginez que voilà, ça c'est le spectre de gigahertz, ben, si je ne l'utilise pas maintenant,
en ce moment, c'est perdu à jamais. Je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux pas faire marche arrière. On n'a pas encore inventé de machine à voyager dans le temps. Ce qui fait que c'est une perte irrécupérable. Maintenant, je peux aussi avoir des trous, mais spatialement. OK, le spectre de GHz, il est plein, mais le spectre d'à côté, je ne sais pas moi, 3 GHz, 4 GHz, il n'est pas utilisé. C'est un trou. S'il n'est pas utilisé en ce moment aussi, c'est une perte. Alors, Joseph Metola, qu'est-ce qu'il a dit? Pour remédier à ça, parce que c'est irrécupérable, et si on avait des dispositifs intelligents, cognitifs, qui peuvent raisonner? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait écouter, senser, ils vont écouter, voilà, donc essayer d'évaluer le spectre. Si le spectre est indisponible, tant mieux, on n'a pas perdu grand-chose. J'ai quand même tenté. Si le spectre n'est pas utilisé, on peut se jeter dessus, on peut l'utiliser pour transmettre. D'accord? Le concept, il est très simple, mais c'est hyper intéressant. Par exemple, là, l'exemple le plus parlant, il y en a deux. Il y a donc celui de la télé, en fait. La TNT, la télé terrestre, il utilise un bon spectre pour les communications, mais regardez la nuit, peut-être après minuit, entre minuit et 8 heures, je vais dire, la télé ne diffuse plus. Ce spectre, il est perdu. On pourrait l'utiliser pour transmettre des données pour d'autres services. Sinon, le cas de ce qu'on appelle les small cells, les petites cellules. Donc, j'ai en fait de grandes cellules, d'accord, qui arrosent une grande région. À l'intérieur de ces grandes cellules, on peut avoir en fait de petites cellules. Et ces petites cellules, elles peuvent, d'une manière opportuniste, utiliser le même spectre que les grandes cellules quand elles ne sont pas actives. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont deux exemples. Donc là aussi, en fait, on a considéré un réseau avec ce qu'on appelle un utilisateur primaire. C'est l'utilisateur qui a la licence de ce spectre. Et après, on va avoir N utilisateurs dits secondaires. Ce sont des utilisateurs opportunistes. Elles tentent. Ah, si le canal est libre, ils transmettent. S'il n'est pas libre, ils diffèrent leur transmission. Il ne faut pas, en tout cas, gêner l'utilisateur primaire. Il a la licence. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On considère en fait le débit. OK, ça marche. Très bien. OK, alors, pour conclure, j'ai en fait 3 messages dans un premier temps à partager avec vous. C'est, attention, il ne faut pas en fait confondre l'effet spectateur avec le social loafing. Alors, le social loafing, je ne sais pas comment traduire, mais peut-être paresse sociale, quelque chose comme ça. C'est le fait, en fait, quand on travaille en groupe, on a tendance à ne pas trop nous investir. Par exemple, je travaille, je fais un projet avec deux de mes camarades ou bien de mes collègues. Ce qui fait, en fait, j'ai tendance à ne pas fournir trop d'efforts. Je me dis, les deux autres vont faire la chose, ils vont faire l'effort. D'accord? Donc, il y a ça. Et puis aussi, avec l'autre concept qui est l'empathie ou bien l'altruisme. Alors là, c'est autre chose, c'est qu'en fait, au lieu de chercher mon intérêt, je cherche plutôt l'intérêt de l'autre. Il pourrait être opposé au mien. Donc, il y a ça. Autre chose, c'est que tant qu'on a, donc là, on l'a vu, c'est qu'en fait, quand le nombre d'utilisateurs, ou bien de témoins augmente, la de se porter volontaire diminue, et ça, on peut l'appliquer, plus ou moins à d'autres situations. Et pour pouvoir améliorer en fait cela et limiter les dégâts de l'effet de spectateur, on pourrait en fait implémenter des pénalités ou bien des mécanismes incitatifs, par exemple des rewards, avec l'exemple du streaming, donc en fait, on avait créé un modèle de business pour en fait rémunérer le streamer et l'inciter à partager avec les autres et ainsi de suite. Sinon, on peut dire que le dilemme du volontaire, il peut en fait nous aider à concevoir des systèmes de communication AI-driven, ça veut dire qui supporte l'intelligence artificielle nativement. Ça permet d'avoir une meilleure capacité, donc des utilisateurs plus contents, ce qui fait qu'on va améliorer en fait leur loyauté envers les opérateurs. On peut améliorer plutôt l'efficacité énergétique, comme ça on va en fait investir moins de joules par bit, une communication moins chère, low cost, en payant moins de dollars par bit.
Et aussi, ça permet de mettre en place voilà, des systèmes de crowdsourcing fiables, on va dire, pour les applications type Smart Series. Exemple, voilà, je suis en train de conduire et puis j'ai vu, je ne sais pas moi, un panneau de signalisation qui ne fonctionne plus, il y a un trou, je ne sais pas moi, ben, je pourrais en fait prendre une photo et envoyer cela. Une fois l'incident, le problème réparé, ben, tout le monde en fait va en profiter. Donc, c'est en fait aussi un travail de volontariat. Ici, quelques références et sinon, je vous dis merci pour votre attention. Merci. Question? On a tout compris? Yes! Oui, Eric. Au début d'Internet, le partage de contenu avec des caches automatiques, c'est quelque chose qui était répandu. En quoi ça, c'est juste comme un cache opératif? Exactement. Donc, pourquoi c'est différent fondamentalement? Très bien. OK. En fait, les caches là, en fait, sont à plusieurs niveaux. J'ai commencé peut-être par le niveau le plus bas, c'est quand on met un cache auprès en fait d'un réseau d'accès. Par exemple, ici au campus de voilà. OK. Par exemple, ici au campus président Kennedy, on peut dire qu'on a les étudiants, voilà, ils accèdent en fait assez, fréquemment au site de l'ICANN, www.icann.ca. OK, très bien. Ce qui fait, on a intérêt en fait à héberger le site localement. Très bien. Ça, on contrôle, c'est super. Mais on dit, ah tiens, ils accèdent aussi, je ne sais pas moi, à d'autres sites tels, je ne sais pas moi, un exemple, je dis n'importe quoi. Voilà, un site peut-être où on a des vidéos, des capsules de cours. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut en fait cacher une partie de ce contenu localement. D'accord? À travers donc des proxys. Comme ça, à chaque fois, le premier utilisateur, il va chercher le contenu. OK, le serveur il va le récupérer. Une fois il le récupère, il va le cacher localement. Comme ça, pour les prochaines demandes, les prochaines requêtes, elles peuvent en fait l'utiliser. Comme ça, on va épargner un tronçon. Donc, on va améliorer la vitesse d'accès localement parce que le contenu est local. D'accord? Et autre chose aussi, on va réduire le coût. Ça, c'est localement. Ce que font les opérateurs, en fait, les opérateurs le font aussi en fait. Elles peuvent signer des contrats d'exclusivité avec des fournisseurs de contenu tels YouTube, Dailymotion ou autres. Ce qui fait un certain nombre de vidéos qui peuvent faire le buzz. C'est pour ça en fait on s'intéresse à détecter, à prédire le buzz. Je sais que la vidéo telle, elle va faire le buzz, voilà, donc peut-être d'ici quelques heures, quelques jours, la semaine prochaine. Alors les opérateurs, une fois ils prévoient ça, ils vont cacher, ils vont ramener ce contenu-là, ils vont le mettre en fait dans leur serveur local. Comme ça, leurs abonnés, quand ils vont essayer d'accéder à ce contenu, inutile d'aller le chercher depuis le CDN, depuis le serveur de contenu, il est déjà local aux fournisseurs de contenu. Ce qui fait, les utilisateurs sont hyper contents. Le contenu est là, l'accès rapide, il n'y a pas de coupure, alors que les autres opérateurs qui n'ont pas de contrat d'exclusivité de ce genre, en fait, leurs utilisateurs sont obligés d'aller chercher le contenu depuis la source. Ce qui fait, là, l'expérience serait moins bonne. Et donc là, c'est une manière, en fait, d'implémenter ça. Là, aujourd'hui, pratiquement tout est HTTPS. Oui. Personne qui a accès au contenu, le fournisseur du contenu, le consommateur. Je suis tout à fait impossible à garder en cache. Là, donc, c'est vrai que voilà, la plupart du trafic maintenant, donc c'est HTTPS. Et d'ailleurs, et il y a même les gens qui réfléchissent à barrer HTTP parce que For just believe, I think that the videos that we get are not. Yes. YouTube, c'est tout à fait. exactement. Par contre, en jeu de vie privée aussi, là, mais si c'est pas on va savoir. Ouais. C'est mieux à Torrent, où tu avais des super users à la place des volontaires. Ouais, le détail, Ce n'est pas de la HTTP. c'est Voilà. mais mettons, on va sur Netflix, YouTube, Oui, Netflix. et les grants, c'est sécurisé. Twitter. Alors, Zoom,
Zoom, ça passe pas HTTPS. Exact. Si on est 8 dans la salle à regarder le stream Zoom, on va chercher 8 stream Zoom. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, en fait, c'est pas vraiment une question résolue, c'est encore une question ouverte. Voilà. Côté implémentation, voilà, faut voir en fait qu'est-ce qu'il faudrait changer côté système, qu'est-ce qu'il faudrait changer côté protocole. Quand on se permet ce genre de choses, est-ce vraiment on est intéressé par la sécurité? Bah, bien évidemment, oui, mais je pense voilà, il faut faire des concessions parfois. Mais sinon, oui, donc c'est un handicap en fait. Si jamais j'ai un contenu qui est crypté de bout en bout, comment je vais faire pour le partager avec les autres? Voilà, comment les autres sauront que je suis en train de comment dire le contenu tel, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais sinon, peut-être, voilà, donc si niveau système, on se permet, voilà, comment dire, on se permettrait de faire cela côté fournisseur de contenu ou d'opérateur, ben, je pense. Moi, ce que je verrais comme intérêt, c'est nous aurons Zoom. Donc, nous, en tant que consommateurs du CAN, si on fait une réunion, il y a 8 personnes qui sont dans leur bureau. C'est Wi-Fi. C'est 8 fois, alors qu'il faut Exact. un nœud local. Ce n'est pas nécessairement un client ordinaire, mais c'est comme Oui. quelque chose qu'on s'entend avec lui. Donc, on va avoir notre propre nœud dans Zoom. Comme ça. Exact. Oui. Oui, comme Il y a des protocoles de routage multicast sécurité. Mais je pense que lui, il parlait de quelqu'un qui supporte volontaire. exact. Mais oui, mais ça n'empêche. Ouais, on parle pas de sécurité. Ouais. On en parler. The company, for example, YouTube implemented in their system. Even encrypted, They have access. between the user, between their users, the app collect the current content and give it to another user that is in those regions. Et si je pense que Dieu, sur le principe de volontaire social, volontaire social, la compagnie. Yes, but the protocol need to implement by someone. Maybe the company, YouTube or Amazon Prime or something like that, they implement it in their apps. Ah, ok. They are Bien. the one that- En fait, au niveau du serveur, bah, on a les informations sur les clients. Donc, à ce moment-là, parmi les informations, bah, je vais dire par exemple l'adresse IP. Qui dit adresse IP dit localisation. Donc, on peut dire, ah tiens, ça, donc ils sont relativement proches l'un de l'autre et ils peuvent, en fait, on peut implémenter ce genre de truc. Après, voilà, en termes d'implémentation, est-ce qu'on va vraiment faire, comment dire, impliquer les utilisateurs? Ben oui, je pense que oui. Ou bien le faire, voilà, donc à leur insu, je sais pas. Le plus proche que je vois qui pourrait ressembler à ça, c'est peut-être les mises à jour dans Windows. Dans Windows, on a une option de dire partager les mises à jour. Exact. C'est localement dans la même entreprise ou même maison, il y en a un qui télécharge. Voilà. Absolument. Oui. En termes de discussion, oui, ça peut être en fait hyper intéressant. Plusieurs applications, Exact. surveillance. C'est les gens qui déclarent qui vont en publicité. Oui, je suis sûr qu'il va y avoir 20 000 utilisateurs et ils vont aller chercher les 20 000. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es volontaire à envoyer l'information, même si tu conduis. Oui, mais c'est un risque de partage d'informations. Oui, oui. Non, c'était pas ça, c'était pas partagé. En fait, aussi, je suis d'accord avec toi, Wissam, mais en même temps, on n'est pas vraiment obligé d'impliquer immédiatement l'utilisateur. Ben, peut-être, en fait, c'est forme d'une application qu'on va installer sur son terminal, smartphone, tablette ou autre. Ça marche sans impliquer l'utilisateur. Oui, Donc, oui, mais pour voir qu'il y a une route libre. en congrès, là, et c'est lui tout seul qui va censé. Je suis d'accord, mais voilà, ça c'est centralisé, plus ou moins, Google Maps. Par contre, avec Waze ou autre, ça c'est distribué, c'est crowdsourcing, oui. Ouais. Mais Google Maps, c'est du crowdsourcing aussi, mais sans impliquer l'utilisateur. D'accord. Impliquer son device.
Oui, mais les devices de qui? Des utilisateurs. Ouais. Ce qui fait, voilà, donc on les utilise sans leur demander. Ouais. Ouais. Voilà, c'est une manière d'implémenter. Est-ce que c'est la plus éthique, c'est la plus efficace? Ça, c'est une autre histoire. On aura demandé quand C'est vrai. Exact. Très bien. Je ne sais pas, sur Zoom, est-ce qu'on a des questions? Oui, j'en ai un. Vous me permettez de la poser en anglais plutôt qu'en français? Oui, bien sûr. Go ahead. First of all, I want to congratulate you on this paper. I think you're dealing with a very important subject. Unfortunately, I'm going through a serious tooth infection, and the majority of my neurons did not offer their services to help understand deeply what you were saying. So you had a bit of witness indifference. But I wanted to just one remark. It seems to me that case of Kitty Genovese, the reporting was inaccurate. Apparently there were more witnesses. Perhaps you already referred to this, but there were more people who did in fact react positively to the event. Positively, I mean, you know, trying to contact the authorities and so on. But perhaps you mentioned that. So the event reporting was a bit distorted, as I understand. That's all I want to say. But that doesn't negate anything that you've done, which I think is very beautiful. But that particular case is maybe exaggerated a little bit by the media. That's all. Maybe, yeah. I fully agree. I guess on 2010, I guess there have been not 2000. I forget the dates. Maybe it's only a few years ago. There have been an article that said that it was not really 38 or 37, but this was a whole fake. And the police, in fact, didn't react to many calls from the neighbors who have. I need to check this. No, just a minor point. It doesn't invalidate anything you did, but just that particular instance, there may have been some. C'est un petit peu tordu le reportage. C'est tout. C'est un petit point. Merci. Merci. Bonne chance avec votre foi. À mon sens, c'est très important, surtout étant donné la situation actuelle où de plus en plus on s'embarque sur l'Internet, dans les réunions virtuelles et tout ça. Je pense que tu as soulevé des points très importants à considérer. Merci infiniment de ta présentation. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci.